Dernière étape virtuelle à Orléans avant de se retrouver en vrai en 2021. Toujours les pieds dans l'eau, on parle de Vidging avec Morgane et Romuald qui nous présentent sa table Mashup. Et on reçoit également Arnaud Dinano qui nous parle de sa paillote. On va parler de ce lieu que tu as créé. Comment on pourrait le définir, cette paillote? Espace culturel de plein air. C'est écrit dessus d'ailleurs. Oui, c'est très important, c'est mon travail depuis des années, les arts de pleine nature, remettre l'artiste dans la nature, y compris dans la nature humaine. Il a eu tendance à être enfermé dans des sortes de zoos, des théâtres, où il ne voit que des gens qui payent un billet d'entrée. Il fait souvent ce qu'on lui demande, à l'heure où on lui demande, comme l'Otari. Cette chanson de Beau Dommage, ça ne vaut pas la peine de quitter ce qu'on aime pour faire tourner un ballon sur son nez. Et ça, c'est l'anti-liberté. Et moi, je travaille à des événements artistiques libres, avec des artistes qui jouent quand ils veulent, où ils veulent, et ce qu'ils veulent. Quand ils veulent, ça veut dire que tu n'as pas de programmation programmée? Il y a des choses qui se programment en connivence avec les artistes, pas très longtemps à l'avance, puisque l'artiste il peut être mort si on le programme trop tôt. Donc autant décider au dernier moment. J'essaye de faire de cet espace culturel de plein air un espace vivant, ultra vivant, qui prend en considération l'environnement naturaliste et humain du temps présent, afin de participer à la création du patrimoine du futur. À une époque où on encense le patrimoine du passé, mais il faut imaginer la suite. Quel sera le patrimoine du futur? Et si on ne veut pas que le patrimoine du futur soit le patrimoine du passé, il faut l'inventer aujourd'hui. Alors, est-ce que tu as déjà proposé du Vidging à la paillote? Je crois pas. Il y a eu des propositions avec des lasers, du cinéma, évidemment. Non, il n'y a pas eu, mais il y a encore tellement de choses à faire. Oui. Et du coup, tu vas rencontrer Morgane qui est juste à ta gauche. Exactement. Voilà, c'est aussi des circonstances de rencontre. Des créateurs, c'est pas dans un annuaire. Et je valorise aussi à la paillote, espace culturel de plein air, le circuit court, dans une écologie, c'est-à-dire favoriser les créateurs de proximité pour réduire l'impact sur la nature, l'impact financier aussi, et puis avoir des créateurs qui connaissent le terrain dans lequel ils se trouvent, et non pas des créateurs qui viennent zapper un territoire, qui prennent le temps d'acter dans un territoire qu'ils connaissent. C'est pas toujours le cas. On est en région centre, par exemple. Ici, Mick Jagger y vit une grande partie de l'année, mais il n'acte pas. C'est un touriste, finalement. Donc Mick Jagger à la paillote, pas sûr. Alors, Morgane, ouais. Tu n'es pas une touriste. Bah non. Est-ce que tu peux nous présenter ton art, donc le Vidging? Moi, je suis pas toute seule, déjà, je tenais à le dire. Je travaille avec Simon, donc on est un duo. On s'appelle Restauration sur place. Donc on a des propositions audiovisuelles. Donc Vidging, oui, et musique également. Les deux travaillent ensemble. Et donc ce qu'on aime bien faire, en tout cas la direction que ça prend en ce moment dans notre travail, c'est qu'on a donc toute une partie sonore qui est plutôt composée en amont, qu'on vient non pas jouer sur scène, mais lire sur scène. Et c'est vous qui la composez, la partie sonore? Oui, tout à fait. Alors actuellement c'est plutôt Simon qui est vraiment sur le son.
Moi, je m'occupe principalement des images. Et ce qu'on aimerait réaliser là pour cette performance qui aura lieu donc en 2021, ça va être, donc, comme je disais, de lire la musique, donc faire lecture en fait, hein, c'est ça que je dis par là, et de plutôt jouer les images. Voilà, donc avec peut-être plusieurs dispositifs aussi. Je vais laisser quand même une part de mystère là-dedans. Et au niveau des images qu'on utilise... Est-ce qu'il y a de la Loire dans ces images? Alors bien sûr, ouais. Et ça c'est super important. C'est super important parce que on fait partie des gens qui aiment bien proposer des créations artistiques qui sont engagées au plus dans leur territoire. Donc ici, en lien aussi avec l'UNESCO, la mission Val-de-Loire, ce qui était bien sûr important pour nous, c'est parler de la Loire. Donc la Loire telle qu'on peut la voir aujourd'hui, mais aussi tous les habitants qu'elle accueille et tous les liens qu'elle tisse avec son environnement. Donc il y a beaucoup de tout ça. Et ces images, elles sont glanées un peu partout. Ce sont pas des images qu'on fait, ou très peu. D'accord. C'est-à-dire qu'on recycle beaucoup d'images. Voilà. Et donc oui, en l'occurrence, on a concocté pas mal de choses qui sont, comme je disais, en lien avec la faune, la flore de la Loire, les activités de la Loire, et bien sûr tout ce qui peut se faire à côté d'elle. Alors une autre pratique de vidging, on peut le dire comme ça également pour toi, Romuald? Est-ce qu'on peut parler de vidging avec ta table Mashup, ou est-ce que c'est encore autre chose? En fait, ça peut aussi être un outil de VJing, et d'ailleurs c'est ce qu'on se propose de faire du coup en 2021 pour la mission Val-de-Loire. Mais avant tout, la table Mashup, c'était un outil d'éducation à l'image qui était destiné à permettre aux enfants d'apprendre à monter des films sans utiliser, en apparence en tout cas, d'ordinateur. Donc de retrouver un rapport physique à l'image, faire travailler le corps et ne pas être dans je suis assis avec un clavier, une souris et je fais glisser des choses. Là on est dans quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus ludique. On est ensemble. Donc on a des sortes de cartes à jouer comme ça. Et sur chaque carte à jouer il y a des photogrammes. Quand on pose une image comme ça sur la table, enfin sur la box, instantanément l'image qui correspond s'affiche. Si j'en pose une deuxième, elle va s'afficher également. Et après, j'en mets autant que je veux. Et quand je veux monter le film, je mets simplement la carte montée. D'accord. Et donc la carte montée va assembler toutes les images ensemble. Et là, on va avoir fait un premier film, qui est un film muet, parce que les images, toutes les vidéos qui sont là-dessus sont muettes. D'accord. Et après, pour faire le son, on va avoir des cartes musique. Donc on va pouvoir mixer comme un DJ, plus c'est haut, plus c'est fort. Donc les enfants, même les adultes, adorent mixer avec. On a des cartes bruitage, on a aussi un micro pour enregistrer sa voix. Et donc on est capable comme ça en quelques minutes, ou un peu plus longtemps si on a envie de prendre son temps, de faire une production audiovisuelle sans passer par toutes les étapes de l'écriture, du tournage et du montage avec un logiciel. Le but, c'est pas de remplacer un logiciel de montage professionnel, c'est pas de concurrencer des logiciels pro. Le but, c'est vraiment d'apprendre le langage avant la technique. C'est-à-dire d'être en mesure de faire sa création sans se poser de questions. Et en fait, quand on travaille avec des jeunes, au début, ils essayent plein d'images et ils vont en fait, un petit peu ce que tu disais, trouver des rapports son-image inédits. Des images
qui n'auraient rien à faire ensemble et qui n'auraient surtout rien à faire avec ce son. Et là, on les met ensemble, on se dit, ah mais en fait, ça crée quelque chose, ça raconte quelque chose. Et si je mets celle-là en plus? Et en fait, au lieu de travailler de façon complètement cérébrale en amont, on invente ensemble quelque chose, un récit. Mash-up en anglais, c'est to mash up, faire de la purée. Sauf qu'on ne fait pas de la purée de patates, on fait de la purée d'œuvres. C'est-à-dire qu'on va être dans le réemploi, le recyclage. On est un peu dans l'économie circulaire en fait de l'image numérique. Et on va recréer quelque chose. Vraiment, l'équation du mash-up, c'est 1 + 1 = 3. On a une première source, une deuxième source, on va créer un nouvel objet, qui est à la fois totalement un nouvel objet, et qui est aussi totalement les deux objets précédents. Donc là, les cartes que j'ai montrées ici sont des images libres de droit. C'est les années 50 américaines, c'est des films commerciaux où chaque plan de chacun de ces films hurle à la mort « Détourne-moi, je suis trop ridicule ». Mais bien sûr, on n'est pas limité à ça. Et donc là, on va travailler avec les images du patrimoine, les images du Val-de-Loire, et essayer de travailler sur la mémoire et comment les enfants, les adolescents arrivent à s'approprier cette mémoire en s'appropriant ces images, en mélangeant les images ensemble, en apportant une voix, en apportant un commentaire qui peut être ironique ou qui peut être poétique. Enfin, vraiment, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut proposer aux visiteurs. Et donc, pour le VJing, moi aussi, je me définis entre autres comme VJ, puisqu'on peut aussi utiliser un autre mode. Au lieu de monter, c'est-à-dire d'assembler les images, on peut les mixer. Donc plus la carte est haute, plus elle va être visible. Et ça devient un outil de VJing et de performance audiovisuelle. Et notamment, alors moi aussi, je travaille en duo avec mon épouse. Et elle a tenu pendant assez longtemps un carnet de rêves. Donc elle a noté des centaines de rêves. Et le travail qu'on fait ensemble, c'est que je mets en image ces rêves. Je ne sais jamais quel rêve elle va lire. J'ai des images, j'ai des musiques, et en fonction de son récit, de sa lecture, normalement je les connais, au pire elle me les a racontées le matin ou avant de les noter, je mets en image ce qui se passe, ce qui se ressent. Et quand je dis mettre en image, je ne parle pas d'illustrer. Le principe, ce n'est pas de coller au récit, c'est d'avoir une piste sonore de voix, une piste sonore musicale, et une piste visuelle, mais qui est travaillée comme une musique et qui va jouer avec. Et là, on est je pense, sur des approches assez similaires. Là, on est dans de la poésie, dans ce dont tu nous parles là. Oui, le rapport son-image est beaucoup plus poétique que narratif. Ceci dit, il y a différentes familles de VJ. En tant que VJ, je suis quand même plus dans la famille des VJ narrateurs. C'est-à-dire qu'il y a des VJ de dance floor, il y a des VJ plastiques et des VJ narrateurs. Il y a peut-être d'autres catégories, je ne sais pas comment toi tu te mettrais, mais moi je suis plutôt un VJ narrateur. En fait, j'avais fait un film de cinéma qui était sorti en salle, je l'avais accompagné à chaque fois, présenté au public, faire un débat après, et en fait je m'apercevais que tous les publics que je rencontrais étaient différents, et je leur montrais à chaque fois le même film. Et le film était statique, et à chaque fois, moi qui avais vécu 50 versions du montage de ce film, je me disais, pour cela, la version 2B aurait été mieux. Et c'est vrai que j'ai vraiment ressenti ce besoin, en travaillant avec des publics, de montrer une version différente et de pouvoir, en fonction des réactions, est-ce que là aujourd'hui on a plus envie de rire, est-ce qu'on a plus envie de s'émouvoir, qu'est-ce que je vais présenter cette fois-ci? Et donc c'est c'est ce qui m'a conduit à découvrir le VJing de mon côté, et ensuite à créer cet outil pour travailler avec les enfants, avec les adolescents, et aussi pour ma propre pratique artistique. Le public, il influe aussi ta performance? Peut-être pas autant que ce que tu décrivais, non, je pense pas. Après, dans la pratique du live, de toute façon, il y a quand même un intérêt à avoir le public face à toi. C'est pouvoir voir un peu ses réactions et s'il est dedans, s'il suit ton histoire ou s'il la suit pas du tout. Donc ouais, il y a peut-être des ajustements qu'on peut faire dans ces moments-là, mais je dirais que le principal, c'est que nous, on se fasse plaisir en fait. Ça, c'est vraiment important. Et il y aura toujours des gens qui nous suivront pas, mais il y aura aussi toujours des gens qui nous suivront. Ouais. Mais c'est comme un groupe de jazz en fait, c'est-à-dire qu'on va jouer le même canevas, on pourrait jouer sans public, mais il y a un groove, il y a un feeling, on sent que les gens sont là, qu'ils ressentent les émotions, ou même on le suppose. Mais simplement, je sais que moi, qu'une performance,
je suppose que c'est la même chose pour toi. Quand je joue une performance chez moi, pour moi tout seul, pour répéter, je sais que ce ne sera jamais aussi bien que ce qu'on va présenter face à un public parce qu'on est emporté par le public. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la Loire. Vous me parliez de votre rapport avec la Loire et puis avec le Val-de-Loire. Morgane, que t'inspire ce fleuve et ce territoire? Déjà, c'est une sacrée beauté, la Loire, quand même, il faut bien le dire. Et puis, dans un centre-ville comme ici, à Orléans, c'est aussi un des rares espaces où on peut encore voir des animaux sauvages. C'est quand même assez exceptionnel. Après, moi, j'ai une expérience militante aussi avec la Loire, puisque j'ai fait partie d'un collectif qui s'appelle le Village de Loire, qui a milité principalement l'année passée contre la construction d'un nouveau pont à Mardier, donc à 15 km d'Orléans en amont, et qui pourrait avoir des répercussions absolument désastreuses sur la Loire et sur toutes les villes en amont qui en dépendent, puisque c'est ça aussi la Loire, mine de rien, c'est un lien qui est extrêmement important entre ce fleuve et les villes qui l'environnent, en plus de bien sûr toute la faune, la flore dont j'évoquais aussi un petit peu tout à l'heure, puisque les villes dépendent de la Loire, alors moins aujourd'hui que historiquement, parce qu'on n'a plus trop de commerce fluvial, mais en tout cas, par exemple, Orléans s'alimente en eau, bien sûr, avec la Loire souterraine, donc rien que là, il y a des choses super importantes, et moi, je vois pas la Loire comme une ressource dans laquelle puiser, mais plutôt comme un élément auquel il faut s'adapter en fait, et non pas chercher à l'adapter à soi. Je pense qu'on a beaucoup adapté la Loire à nos activités humaines, et maintenant c'est un peu le moment où il faut s'arrêter, il faut regarder ce qu'on a déjà et essayer de repenser notre relation à cet environnement. Romuald, pour toi, le territoire, le Val-de-Loire et la Loire? Alors là, sur la Loire, quand je pensais à la Loire à l'époque où je n'habitais pas ici, j'avais une image qui était précise, qui était mon grand-père avec des grandes bottes et sa canne à pêche, puisqu'il pêchait à la cuillère, et il habitait Nevers. Et nous, on a déménagé, on était en banlieue parisienne, on a déménagé il y a 2 ans. On cherchait dans les villes à 100 km de Paris, comme tous les anciens Parisiens. Et c'est vraiment ce paysage de Loire qui nous a attirés ici. Donc c'est un peu une accroche, et je pense qu'il y a peut-être aussi ce rapport avec mon grand-père et les vins de Loire aussi, parce qu'il était bailli de Pouilly et ce genre de choses. Donc qui nous donne envie d'être ici. En termes artistiques, sur la performance qu'on présentera, c'est vrai qu'on a plutôt envie de penser à l'eau, à l'écoulement de l'eau et à la surface. Je pense qu'on a vraiment utilisé les images de Loire plus comme surface que comme pensée écologique du lieu. Comme on travaille sur le rêve, sur le souvenir, on travaille beaucoup sur ces choses intimes. Vraiment travailler sur presque comme une surface de projection, même si on ne va pas projeter sur la Loire, mais comme une surface de mélange qui va nous aider à passer d'un rêve à l'autre, en fait. C'est comme ça que je l'imagine, en tout cas, par rapport à notre projet. Arnaud, la Loire, forcément, ça a du sens pour toi. Autant, des cathédrales, il y en a partout, il y en a des plus belles ailleurs, des statues de Jeanne d'Arc, il y en a en or à Paris ou ailleurs, mais un environnement fluvial aussi sauvage au cœur d'une métropole de bientôt 300 000 habitants, ça c'est exceptionnel. Et c'est là que j'ai eu envie d'amener l'humain. Ça a d'abord été la fête d'Éduit, rafraîchissements artistiques, il y a 10 ans, en 2020, et qui amène des publics sur le Duy Saint-Charles. Puis la Paillote. La Paillote, c'est l'endroit d'où est photographiée la carte postale d'Orléans. Pendant des années, j'ai essayé de convaincre des élus de faire quelque chose à l'endroit d'où est prise la carte postale. J'ai fini par le faire moi-même. C'est un terrain d'aventure avant tout. Cette Loire, j'ai l'impression d'être Tom Sawyer en permanence.
pour avoir visité le Mississippi, il y a vraiment des similitudes. On ne sait pas, cette Loire, elle peut être immense en plein été, très basse en plein hiver. Il y a des terrains d'aventure incroyables, des rencontres avec des végétaux, avec des animaux à faire en permanence. Il faut continuer à travailler, à intégrer de façon intelligente l'homme à cette nature. C'est ce qui me plaît chez Mission Val-de-Loire, c'est qu'il y a la considération de l'humain dans la nature. Ce n'est pas que l'idée de faire vieillir un patrimoine sans humain, c'est d'essayer de le faire vieillir avec l'humain, mais de façon intelligente, évidemment, quoi. C'est compliqué, c'est très très compliqué, avec une population qui grossit. Comment montrer, comment intéresser des lieux endémiques en les respectant, en les faisant évoluer. Problème du Machu Picchu, problème de Venise, problème de la montagne corse, problème du fleuve Loire. Qu'est-ce qu'on fait de l'humain là-dedans ? Est-ce qu'on le met dans une réserve qui s'appelle la ville ? Il n'a pas le droit d'aller dans la nature, qui est une autre réserve. Ou est-ce qu'on ouvre les frontières des réserves et qui y va pas ? Ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, à Orléans, la Loire, déjà, elle a cette idée de dangerosité qui perdure. Donc ça, c'est intéressant parce que ça arrête beaucoup de gens, la dangerosité. Donc il y a un péage naturel qui se fait. Et puis... grâce à Madame, par exemple, il ne se fait pas n'importe quoi. Il y a des gens qui réagissent à des projets qui se construisent dans des bureaux. C'est quand même sur le terrain qu'on sait ce qu'est la Loire. C'est pas dans des bureaux, c'est quand on a les pieds dedans. C'est quand on vit dedans, c'est quand on dort dedans, c'est quand on la boit, quand on se baigne. Il y a de magnifiques choses à faire et il faut espérer que les 20 prochaines années de Mission Val-de-Loire... C'était ma question suivante. On fête les 20 ans, comment... On l'a vu évoluer en 20 ans. Comment on peut imaginer le territoire dans 20 ans ? Qu'est-ce qu'on peut espérer, toi qui es militante ? Ce qui nous reste encore de sauvage et de naturel, si on peut dire naturel, parce que ça aussi, il faudrait repenser peut-être des nouveaux mots. Ce serait bien que ce qui nous reste, qui est encore dans cet état-là, le reste, tout simplement. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est pas le cas. Et quand Arnaud parle de ces projets, en fait, qui sont commandés dans des bureaux, qui sont réfléchis dans des bureaux, par des gens qui sont finalement totalement déconnectés de leur territoire et de leur environnement, ça, c'est vraiment catastrophique. Aujourd'hui, on a de plus en plus de zones, en fait, même dans le Val-de-Loire, même dans ces zones dites inondables, sur lesquelles on n'est pas censé construire. On a de plus en plus de lotissements, notamment, ou de zones commerciales, ou de zones industrielles qui se construisent et qui viennent, en fait, grignoter les terres agricoles, les terres naturelles. Donc ça, c'est... Voilà. Moi, j'aimerais bien que... L'idéal, ce serait que tout ça, ça n'ait pas lieu, que ça ne voit pas le jour, qu'on se préoccupe plutôt de sauvegarder ce qui est encore vierge de toute urbanisation et essayer de retaper ce qui nous attend en fait et qui est complètement abandonné dans les villes ou dans certains villages. Voilà pour cet aspect-là. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on arrive à conserver, à préserver et à mettre en valeur. Je pense que ça passe aussi par de l'éducation ou par de la pédagogie, il y a déjà beaucoup d'assauts qui le font et c'est très bien, mais amener les gens qui habitent ce territoire à connaître leur environnement, je pense que ça peut que leur donner envie de le préserver et d'y faire attention. Moi je vais raisonner en termes de mash-up, c'est-à-dire que dans 20 ans, j'aimerais que ce soit
tout pareil, avec aussi de l'architecture contemporaine complètement folle et aussi des choses complètement anciennes qui reviendraient. Et je sais pas, pourquoi pas retrouver une vraie marine de Loire, retrouver des bateaux, que ça remplace l'autoroute, je ne sais pas, quelque chose d'un peu fou, d'un peu rétro-futuriste, mais j'ai pas d'idée. Sur l'environnement, j'en connais beaucoup moins que toi, donc du coup je vais pas m'avancer. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose à la fois dans la création architecturale. Moi j'ai travaillé aussi sur le patrimoine de la ville du Havre, qui travaillait à la fois sur un patrimoine préservé, et il y a aussi un patrimoine reconstruit et un patrimoine contemporain. Et je pense que ce lieu peut accueillir ça aussi. Et voilà, moi il y a ce rêve de la marine de Loire aussi que j'aimerais voir renaître, vraiment, pas seulement façon folklorique de souvenir, mais qui est quelque chose, quoi, qui est des bateaux ici. Et du coup, Arnaud, que j'ai coupé tout à l'heure, alors que tu étais toi-même parti sur les 20 ans futurs. Moi, je fais déjà confiance à la Loire. Si elle veut être énorme pendant une année, parce qu'il pleut pendant une année et qu'elle inonde tout, elle inondera tout. Donc là, il faudra négocier avec elle ce que l'homme appelle des catastrophes, qui sont peut-être pour la nature des bienfaits. À voir cette chose-là. Peut-être qu'une énorme inondation n'est pas une catastrophe. C'est une chance pour la planète. Si c'est l'homme qui doit choisir, ça n'a aucun intérêt, mais pourquoi pas? Eh bien, j'espère qu'il le fasse dans le respect de l'autre. C'est-à-dire comme si c'était son frère, son père, sa mère. Parce que c'est ça, là, je pense qu'il y a un problème à cet endroit-là. C'est que notre environnement végétal et animal et géologique, on ne le considère pas comme quelqu'un de notre famille. Si on arrive à créer une famille entre espèces, il y a peut-être l'espoir d'un vivre ensemble. En tout cas, pour l'année prochaine, on va souhaiter pas de Covid, pas de grande inondation, puisqu'on espère bien se retrouver en vrai sur ces escales de Loire l'été prochain. Donc on se donne rendez-vous tous. Avec plaisir. Avec plaisir aussi. Merci à tous. Au revoir. Et à bientôt. Bientôt. Évoluer.